Je vais reprendre un thème que j'avais développé l'année passée, la relation mère-fille. Cette fois-ci, je vais prendre en compte à la fois ce qui se passe du côté de la fille, à la fois ce qui se passe du côté de la mère. Et grâce à ce tableau un peu plus complet, on pourra mieux comprendre pourquoi est-ce qu'une relation mère-fille n'est jamais aussi simple, sans tenir compte des cas problématiques au sens clinique du terme. Commençons par les descriptions du côté de la fille. Ici, nous n'allons pas tenir compte, comme on l'avait fait dans la première vidéo, d'un apport en particulier, comme celui de Freud. Ce qui veut dire que nous n'allons pas prendre parti pour un psychanalyste ou pour un autre. Nous allons nous limiter à ce qui se passe pendant l'adolescence et décrire certains mouvements. Certainement des mouvements qui commencent dès l'enfance. Commençons par le premier, qui est cet état de dépendance qu'il y a entre la fille et donc entre une fille et sa mère, et le processus de séparation. Eh bien, cela certainement continue à l'adolescence, voire même va éclater. Et on va mieux comprendre pourquoi avec cette description du premier mouvement. Donc, dépendance veut dire quoi affective? Veut dire que la fille veut continuer à être aimée par sa mère. Et pour cela, continue à interroger le désir de la mère, les attentes de la mère pour les satisfaire. Et pour également faire des choses pour attirer son attention, pour être aimée. Mais cela entraîne quelques petites conséquences. Premièrement, il y a une crainte qui va ressurgir, la crainte de se retrouver bloqué dans une relation où sa partie personnelle est mise de côté. Donc, ce qu'elle est au détriment de ce que la mère veut. Et là, il y a une crainte. Mais également, il y a une sensation d'être freiné dans l'élan qui avait déjà commencé pendant l'enfance, mais à l'adolescence, ça va devenir beaucoup plus important, qui est le mouvement de séparation. Et pourquoi plus important à l'adolescence? Parce que à l'adolescence, la petite fille qui devient une femme, car les caractères sexuels apparaissent, il y a l'envie de connaître des garçons. Et cette relation où il y a l'amour de la mère qui a une certaine importance, eh bien devient un frein à cela. Il est vécu comme je traduis en des mots qui certainement n'apparaissent pas comme ça d'une manière consciente. Ici, nous ne faisons pas la distinction entre tout ce qui est conscient et inconscient. Mais dans ce cas-ci, faisons la distinction. Ici, on traduit d'une manière consciente, c'est voilà, maman a un homme, le papa, et moi, en restant dans ce type de relation, je ne pourrais pas avoir un homme. Et donc, la maman est vécue alors comme une rivale, comme quelqu'un qui empêche ce mouvement de séparation et donc de pouvoir s'épanouir au niveau de sa propre vie affective, de sa propre vie sexuelle. Et là donc, il y a une autre attitude qui va se mettre en place du côté de la fille, une attitude plus agressive, une attitude de reproche envers la mère, l'attitude pour se séparer, pour se déterminer, que elle aussi, elle a des attentes. Et là, donc, commence cet autre mouvement plutôt agressif et de reproche envers la mère. Ce mouvement va suivre un autre mouvement. Il y a cette attitude agressive et de reproche quand la fille, l'adolescente, va dépasser certaines limites, elle va sentir des sens de culpabilité.
quelque part, d'avoir détruit un peu sa mère, et donc là, elle revient à la case de départ de vouloir de nouveau avoir l'amour de la mère, et donc il y a de nouveau ce rapprochement vers la mère. Voilà en ce qui concerne ces premiers mouvements autour de on peut dire, de ce qui est la dépendance et séparation. Maintenant, on va aller du côté de l'identité. Là aussi, c'est un processus qui commence dès l'enfance. La mère est le grand premier objet d'identification. Et à l'adolescence, la question de l'identité va ressurgir, mais d'une manière également, comme pour la dépendance-séparation, de manière très importante. Et là, l'adolescente, la petite fille devenue adolescente, qui s'était identifiée à la mère, va interroger la mère sur savoir un peu plus qu'est-ce que être une femme. Il peut y avoir différents comportements qui sous-tendent cette demande, qui n'est pas consciente certainement. Par exemple, montrer un vêtement à la mère et dire, voilà, est-ce que ce vêtement me va bien? Est-ce qu'elle met en évidence ma féminilité? Et là, il y a cette demande sous-jacente de qu'est-ce que être une femme? Mais certainement, il n'y aura pas une réponse satisfaisante, à la fois parce qu'elle n'est pas ouvertement prononcée, élaborée, à la fois parce que personne ne peut répondre à cette question. Et là, s'ensuit alors un mouvement différent qui est de déception, de insatisfaction et de déplacement alors vers d'autres femmes de référence à l'adolescence. Les filles aiment bien faire référence à des femmes du spectacle ou connues, des chanteuses par exemple, des actrices. Et le mouvement vers la maman sera alors de dévaloriser, de voir des défauts et donc de dévaloriser sa propre mère. Mais là également, après, c'est des va-et-vient, elle revient sur, quand elle est dans des moments de rapprochement vers la mère, eh bien, reviennent ces moments d'interrogation sur qu'est-ce que d'être une femme, et là, il y a des comportements de rapprochement. Et pour terminer, je voudrais tout de même isoler un autre aspect qui est propre à la femme, qui est celui du contrôle. La petite fille devenue adolescente, découvre des changements importants de son corps. Les caractères sexuels apparaissent, mais également d'un point de vue intérieur, elle devra composer avec ce qu'il y a de nouveau, les règles. Et là, il y a une perte de contrôle, parce que ça ne dépend plus d'elle. Elle ne sait à un moment donné plus quoi faire face à cela. Donc une réponse, ce serait d'avoir un contrôle sur d'autres aspects de la vie. Également du côté de la jouissance, Lacan s'était bien arrêté sur la jouissance féminine qui se présente sous deux formes. Il y a une deuxième forme moins connue qui est la jouissance autre, une jouissance illimitée sur des espaces ouverts, sans maintenant nous arrêter sur l'explication des espaces ouverts, mais retenons ce terme de illimité. Et là, l'adolescente peut vivre cela d'une manière de perte de contrôle. Et là également, donc, de mettre en place alors des comportements de contrôle. Et dans la relation avec la mère, c'est de mettre l'accent, de souligner ce qu'elle pourrait contrôler, ce qu'elle veut faire et comment le faire. Voyons maintenant du côté de la mère. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différents aspects que nous avons vus du côté de la fille, eh bien, vont apparaître de manière différente du côté de la mère. Voyons comment. Commençons par ce mouvement qu'on a vu chez la petite fille,
adolescente, une adolescente, qui est dépendance-séparation. La mère, dès le départ, elle engendre, c'est elle qui a dans son ventre la petite fille, et donc la petite fille, quand elle arrive, elle est perçue comme un prolongement de son propre corps. Tout la suite sera, de la part de la mère, de se familiariser avec la petite fille, de la voir comme, non plus comme un prolongement, mais comme un être en soi. Et donc de lui donner possibilité de liberté. Et donc c'est tout un processus aussi. Mais comme dans le cas de la fille, à l'adolescence, quand sa fille sera adolescente, cette question ressurgit de manière beaucoup plus importante. Parce qu'elle va voir sa fille devenir plus indépendante, et donc cela va ressurgir, cette question de prolongement. Prolongement ou extension, comme je l'ai mis dans le titre. Et si on veut, l'extension, c'est l'autre facette de la dépendance. Du côté de la fille, c'est la dépendance. Du côté de la mère, c'est l'extension, le prolongement. C'est-à-dire que la fille est une extension de soi, un prolongement de soi. Mais soyons un peu plus précis. À l'adolescence, la fille fonctionnera comme un miroir. Comme un miroir ici. Je me vois dans le miroir, et qu'est-ce que je vois dans le miroir? Je vois une partie de ce que je suis. Et là, ce prolongement de moi. Et c'est là qu'on revoit cet amour aussi très, très, très fort, qui est un amour narcissique. Et voilà, cet amour très fort, et voir moi-même reflété dans l'autre, et donc l'autre comme un prolongement de moi. Et certainement, ça a des conséquences au niveau de la vie quotidienne. L'autre aspect, c'est que la mère voit dans ce reflet également ce qu'elle aurait voulu être. Et donc, elle va faire attention à certains défauts de sa fille. Comme quand elle était face à son miroir, quand elle était elle-même adolescente ou jeune fille, et se perfectionner, que ce soit au niveau de l'apparence, au niveau de sa façon de s'habiller, d'être. Et cela va se reproduire avec sa fille. Donc, ce qu'elle aurait voulu être, mais n'a pas réussi, elle va essayer de le voir dans sa fille. Comment elle va essayer essayer que sa fille s'aligne à certaines attentes, et donc lui faire des reproches là où sa fille ne s'aligne pas. Voilà la thématique des reproches du côté de la mère. Et pour terminer, il y a un autre reflet qui apparaît dans le miroir, dans ce que elle voit refléter dans le visage, dans la personne de sa fille. C'est ce qu'elle n'est plus. C'est-à-dire, elle n'est plus jeune, elle n'a plus la beauté qu'elle avait auparavant. Et là, dans ce troisième reflet, elle va percevoir sa fille comme une rivale, c'est-à-dire, traduisons, même si ce n'est pas dit d'une manière consciente, voilà, la beauté, je ne pourrai plus être comme elle et être attirante comme elle. Et donc, c'est une rivale. Voyons maintenant du côté de l'identité. L'identité du côté de la mère, c'est au moment où, la question de l'identité du côté de la mère, c'est au moment où il y a ce troisième reflet. C'est-à-dire ce troisième reflet qu'elle va voir, et j'ai oublié de dire que dans ce troisième reflet, quand la mère voit ce qu'elle n'est plus, elle va aussi opérer, il y a une attitude différente qui va se mettre en place, qui est celle de dévaloriser sa propre fille, dans certains points. Donc, reproche, deuxième reflet, dévalorisation, troisième reflet. Reprenons l'identité. L'identité, la question de l'identité apparaît dans ce troisième reflet. C'est-à-dire que la mère se voit dans l'apparence de sa fille, dans le miroir, dans le reflet que lui renvoie sa fille, ce qu'elle n'est plus. Et là, l'identité est remise en cause. Et c'est pour cela que
se met en place cette attitude, cette autre attitude qui est de dévaloriser sa propre fille pour certains aspects. Et pour terminer, le contrôle. Le contrôle va se réactiver, bien qu'il est toujours présent un peu chez les mères dans leur activité quotidienne. Mais là, le contrôle va se réactiver d'une manière importante envers la fille. Et dans quel aspect qu'on a vu maintenant? Principalement dans deux aspects. Quand elle voit donc dans sa fille un certain prolongement, elle voit sa fille vouloir se séparer d'elle, eh bien, elle va opérer un contrôle pour l'empêcher d'opérer cette séparation. Dans le deuxième reflet, dans le reflet qu'on disait, de l'image que va refléter sa fille, c'est ce que la mère voulait être et voudrait que sa fille soit, bien, va opérer un contrôle en faisant des reproches sur ce que sa fille devrait faire ou pas faire, s'aligner à certains comportements ou à certains conseils pour qu'elle devienne ce qu'elle voudrait. Et là, on pourrait aussi mettre de faire certaines choses d'une certaine façon. Bien, après avoir fait cette description, on voit bien pourquoi est-ce que c'est compliqué si on met ensemble ces deux vécus différents, mais on les met ensemble dans le quotidien, dans les mois qui se succèdent pendant l'adolescence. Ce qui est intéressant, c'est que ces différents aspects que je viens de décrire, on les revoit en partie, pas toutes, mais une bonne partie, dans les contes de fées, et surtout dans deux contes de fées. Je vais évoquer le premier qui est Blanche-Neige et le deuxième qui est Cendrillon. Ce sont deux contes de fées qui ont attiré l'attention de pas mal de psychanalystes. Le premier fut Bethléem, mais il y en a eu plusieurs, et tout le monde s'accorde à dire que la marâtre est une figure de la mère. Mais il y a un clivage de la bonne mère et mauvaise mère. La bonne mère, souvent, elle est morte, comme dans ce cas-ci, ou bien elle n'est pas vraiment présente. Et la mauvaise mère est souvent la marâtre, comme dans ces deux contes de fées. Donc il y a un clivage, c'est du côté de l'enfant. L'enfant, comme elle perçoit la mère, mère mauvaise, mère bonne, mauvais saint pour Mélanie Klein, quand on disait mauvais saint et bon saint, décrit par Mélanie Klein, le clivage, très connu. Donc ça, c'est la perception du côté de l'enfant. Ça a été fort analysé par les psychanalystes. Un peu moins du côté, je trouve, du côté de qu'est-ce qui apparaît de ces contes de fées, du côté de la mère. Voyons brièvement d'un côté et de l'autre, du côté de l'enfant. Et ici, on peut parler bien aussi de l'adolescente. Ce sont deux adolescentes, au fond, les personnages de ces deux contes de fées. Bien que les enfants tout petits vont écouter avec plaisir et s'identifier dans ces contes de fées, au fond, les deux personnages, ce sont des adolescentes. Dans Blanche-Neige, on voit bien que la fille, l'adolescente, pour rencontrer son futur prince et donc pour opérer cette séparation, cet investissement vers les garçons, eh bien, elle doit se séparer de la mauvaise mère et arriver jusque même à la détruire, une séparation complète. Du côté de Cendrillon, on voit bien comment l'adolescente est contrainte à un certain contrôle quotidien du côté de sa marâtre et qu'elle doit arriver à se défaire, mais c'est elle-même qui va avoir un certain contrôle ensuite, grâce à la bonne fée, mais qui ne va pas arriver jusqu'au bout à contrôler ce qu'elle doit contrôler.
pour finir enfin à trouver son prince. Voyons du côté de la mère. Du côté de la mère, on voit dans le cas de Blanche-Neige le mouvement de la rivale. C'est-à-dire que en grandissant, Blanche-Neige elle devient très belle. Lorsque la marâtre va demander à son miroir magique qui est la plus belle du royaume, le miroir va répondre que ce n'est plus elle, mais c'est Blanche-Neige. Et là, on voit bien que son identité est mise en cause d'un côté et survient la question de la rivalité. Donc elle va percevoir Blanche-Neige comme une rivale et son identité est mise en cause. Elle pourra résoudre son problème d'identité en supprimant Blanche-Neige. Du côté de Cendrillon, la marâtre va soumettre Cendrillon, va la contrôler dans ses plus minutieux actes, et donc là, il va y avoir une forme de contrôle et de soumission de l'adolescente. Et l'autre aspect qui apparaît également ici, il y a aussi une forme de dévalorisation. Donc, on voit bien les mouvements qu'on avait vus au départ du côté de la mère, le mouvement de empêcher la séparation, parce que quand Blanche-Neige veut s'échapper, on va la poursuivre. Le mouvement de problème d'identité, là où Blanche-Neige va être mise par le miroir magique comme la plus belle, elle se sent minée dans son identité et va mettre en acte certains actes pour résoudre ce problème de rivalité. Et donc la question de la rivalité et de l'identité. Et dans Cendrillon, il y a le thème, la thématique de la dévalorisation et du contrôle. Ici, j'ai été très vite, c'était d'une manière très succincte pour montrer qu'on pouvait trouver pas mal d'aspects que j'ai décrits au départ dans ces deux contes de fées. Maintenant, pour terminer, mais je vais seulement dire quelques mots, mais quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, entre une mère et une fille, il y ait une relation paisible et non conflictuelle? De toute évidence, on a bien compris que c'est les deux qui sont en jeu, la mère d'un côté et la fille d'un autre côté. Donc chacun devrait travailler certains aspects. Et je crois que c'est assez évident, les aspects qui devraient être travaillés pour l'une et pour l'autre. Je voudrais seulement ajouter à cela qu'il devrait y avoir aussi une conception différente que l'une peut avoir de l'autre et l'autre de l'une. C'est-à-dire la mère envers la fille devrait plutôt avoir une conception d'une fille suffisamment bonne. Qu'est-ce que cela veut dire? J'évoque un peu Winnicott. C'est qu'il ne faut ni trop ni peu. Il ne faut pas s'attendre ni trop ni peu de sa propre fille. Et de même, de la part de la fille, il devrait y avoir une conception de la mère, d'une mère suffisamment bonne, c'est-à-dire ni trop ni moins. Voilà en ce qui concerne la relation mère-fille. Prochaine vidéo, au revoir.